Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoilerons leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, CEO de ZAC, une start-up qui permet aux particuliers et aux entreprises de participer à l'économie circulaire en facilitant au maximum la revente de leurs produits électroniques. Le bilan carbone d'un téléphone, par exemple, est lié à 80% à sa production. Donc si jamais vous le réemployez et qu'il a une durée de vie longue, ça permet d'amortir ce bilan. Si vous l'utilisez 2 ans et vous le balancez, les 80% de sa production, si vous rachetez du neuf derrière, se retrouvent à nouveau produit. Si vous voulez en savoir plus sur l'économie circulaire et son rôle à jouer dans le monde de demain, vous êtes au bon endroit. Dans cette première partie, nous avons discuté de nombreux sujets. De son parcours bien entendu, des bancs de l'ESSEC à Berkeley, avant de créer ZAC, de l'impact de l'électronique sur la planète et ses conseils pour la réduire, à ses explications sur ce modèle économique et les différentes lois mises en vigueur récemment en France. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Aujourd'hui dans Demain est durable, j'ai le plaisir d'être accueilli par Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Bonjour Pierre-Emmanuel, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien et merci beaucoup pour cette interview et pour ce partage. Merci de m'accueillir au sein de vos bureaux, dans le Sentier. Je vais commencer par une question classique au sein de Demain est durable. Qui est Pierre-Emmanuel ? Alors, Pierre-Emmanuel est un jeune entrepreneur de 27 ans qui est passionné par l'économie circulaire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après. Et je suis papa d'une petite fille de 3 ans, ce qui explique aussi peut-être pas mal mes engagements, puisqu'effectivement nous nous battons pour la planète de nos enfants. Donc d'où devient ce penchant pour justement se battre pour la planète de tes enfants ? Tout simplement, au départ, il s'agit purement d'observation. J'étais effectivement à Berkeley avec mon associé et nous souhaitions monter un projet entrepreneurial tous les deux. Et l'idée de départ était d'aider les gens à se séparer d'objets et de produits dont ils n'avaient plus l'utilité. Donc déjà, avant tout, l'économie circulaire, c'est du bon sens. Avant même d'être quelque chose d'assez écologique, c'est aussi quelque chose d'économique. On ne se sert plus de choses, comment s'en séparer facilement, comment faire en sorte que ça profite à d'autres. Et puis derrière, effectivement, toute ma génération, la tienne, qui est aussi la tienne, est sensibilisée à cette cause écologique, à cette problématique du gaspillage, qui la plupart du temps aussi est une problématique pour les pays pas forcément développés, qui deviennent aussi les poubelles du monde. C'est tout un système, en fait, petit à petit, où on soulève le tapis, qui est complètement absurde. Et au fur et à mesure, j'ai pu découvrir des penseurs sur le sujet, des fondations comme la Fondation Ellen MacArthur, qui sensibilisent beaucoup là-dessus. J'ai vu qu'il y avait énormément de pensées, de systèmes de réflexion pour améliorer les choses. J'ai voulu me spécialiser là-dedans pour faire en sorte, effectivement, d'apporter ma pierre à l'édifice, sachant qu'en France et en Europe, on en est vraiment qu'au tout début de la réflexion. C'est encore quelque chose qui est une réflexion un petit peu de niche, et donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus pour la vulgariser, pour faire en sorte que ça soit un peu une problématique du quotidien pour tout le monde. T'as donc rencontré ton cofondateur à Berkeley en 2015, c'est ça ? Exactement. Est-ce que l'idée est venue de cette rencontre ? Est-ce que tu avais l'envie d'entreprendre avant Berkeley ? Et est-ce que tu avais l'envie d'entreprendre en développement durable et en entrepreneuriat à impact plus particulièrement ? Alors déjà, quand je suis parti à Berkeley, c'était plutôt par curiosité. Évidemment, la Silicon Valley est connue comme l'antre de l'innovation ou autre. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, un échange là-bas, un diplôme là-bas serait extrêmement intéressant pour découvrir effectivement les entreprises de la Silicon Valley, les GAFA, les startups ou autres, découvrir un peu la mentalité, puisque lorsqu'on est à distance, c'est toujours plus compliqué pour vraiment sentir les choses. Mais je n'avais pas d'idée particulière d'entreprise, je n'étais pas pour tous ceux qui hésitent et qui se demandent si vraiment ils sont entrepreneurs, je voudrais passer ce message. Je n'avais pas du tout décidé d'être entrepreneur depuis 15 ans. C'était pas du tout une vocation, une passion. Il se trouve que je pense que ça correspond à quelques traits de ma personnalité, mais c'est pas du tout quelque chose que j'avais programmé. Et par la suite, effectivement, j'ai eu un déclic là-bas, puisque mettre les mains dans le cambouis, faire des tests terrain, aller discuter avec des potentiels clients, réfléchir à un modèle économique qui peut fonctionner, tout de suite ça m'a pris, ça m'a grisé d'une certaine manière, et j'ai eu envie de
de continuer. Après, c'est évidemment des retours en France, des rencontres dans l'écosystème entrepreneurial, comme on peut l'appeler, des rencontres avec d'autres personnes, des rencontres avec des mentors, des experts qui m'ont donné envie vraiment de me lancer, qui m'ont donné confiance dans le fait de pouvoir tenter l'aventure entrepreneuriale, puisqu'on est quand même dans un pays où les dernières années, l'entrepreneuriat a été très soutenu, ce qui est très agréable. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé effectivement de choisir cette voie plutôt qu'une voie peut-être plus corporate, puisque j'avais fait une alternance en conseiller en stratégie. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit que j'étais prêt à prendre ma part de risque. Et ce sujet d'économie circulaire, c'est un domaine que tu appréciais avant, du coup avant avant Berkeley, avant tes études? Alors pas du tout. Je pense vraiment qu'on apprend en marchant. Je suis pas du tout né dans une famille, on va dire à tendance Europe Écologie Les Verts peut-être ayatollah vert comme on les appelle aujourd'hui. Je dis ça évidemment avec beaucoup de respect. C'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Voilà, mes parents maintenant font le tri à la maison, mais ils sont pas du tout sur s'imbuser la question. Mes frères et sœurs, voilà, c'est pas qu'ils s'en moquent, mais c'est un sujet parmi d'autres, dirons-nous. De même, je viens pas ni d'un milieu, ni de collège ou de lycée où j'en sais rien, où les choses étaient particulièrement, l'accent était mis là-dessus. Mais on apprend en marchant, je pense, au travers de rencontres, au travers de séminaires, au travers d'événements où on peut entendre effectivement des personnes qui ont travaillé durement sur le sujet. Ce qui m'a beaucoup plu en fait avec l'économie circulaire, c'est que ça réconcilie d'un côté l'aspect entrepreneurial, business, créer une société, créer des emplois, créer de la richesse partagée, vraiment l'idée de faire du chiffre d'affaires, de tenter des modèles économiques qui fonctionnent, et de l'autre côté, systématiquement d'avoir un modèle économique qui a l'impact en son cœur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait 1 euro de chiffre d'affaires, on fait du bien à la planète en même temps. Et ça, c'est... alors, comme je suis un passionné, je suis un peu caricatural, mais j'ai l'impression que l'économie circulaire est un peu le système, pas le seul système, mais le système principal qui permet de faire ça, puisqu'effectivement, donc en 2 mots pour ceux qui sont pas forcément sensibilisés à ce domaine, aujourd'hui on vit dans une économie dite linéaire, on achète, on consomme, on jette. On essaye de mettre un peu du scotch à la fin en disant qu'on recycle, en créant certains organismes, on pourra en parler derrière. Mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a intérêt à produire énormément des choses à bas coût et pas de grande qualité pour pouvoir faire en sorte que le consommateur, lorsqu'il achète quelque chose, le jette rapidement pour en acheter de nouveau. C'est évidemment un système extrêmement absurde pour la planète et absurde pour n'importe monnaie parce qu'on passe notre temps à consommer des choses qui ne sont pas durables. L'économie circulaire, c'est repenser tout ça en disant qu'on achète un produit qui peut durer longtemps et pendant toute sa durée de vie, le produit peut devenir pas mal de choses. Il peut être réparé une première fois, il peut être transformé en autre chose. En tout cas, il faut qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il soit utilisé sous un modèle serviciel, par exemple la location, la réparation, etc. Ce qui rapporte de l'argent, parce que c'est un service qui coûte de l'argent, plutôt qu'être jeté rapidement dans une décharge, envoyé en Afrique ou en Asie, comme on sait que les pays développés adorent se débarrasser de tous ces produits. Donc c'est vraiment cette logique-là qui m'a particulièrement intéressé. Elle est excitante intellectuellement. Je parlais de la fondation Ellen MacArthur tout à l'heure, où j'ai eu la chance de suivre une formation. Il y a plein de ce qu'on appelle de case studies, de cas d'école, qui permettent de voir à quel point c'est magique d'un point de vue économique et environnemental. Et donc c'est une vraie solution pérenne pour beaucoup de sujets. Donc j'ai vraiment appris en marchant, j'avais pas de sujet de prédilection. Moi mes sujets de prédilection, c'est la musique classique, que je fais du violon et le foot, voilà. C'est pas des sujets qui sont très en lien, on va dire, avec l'économie circulaire. J'ai eu aucun cours sur le sujet dans mon école de commerce, vraiment aucun. D'ailleurs, on est en train de créer un projet d'une chaire autour de l'économie circulaire potentiellement avec cette école pour y remédier. J'aimerais vraiment justement que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus enseigné, mais c'est en faisant des rencontres et des découvertes que c'est venu progressivement. Donc comment est venue l'idée de Zach ? Alors l'idée de Zach est une idée de mon cher associé Timothée, et en fait quand il était tout petit, tout petit vers l'âge de 10 ans, son père lui disait écoute Timothée, revends les objets usagés que la famille n'utilise plus et tu pourras conserver les fruits de la vente, ou une partie en tout cas. Donc c'était un petit peu une petite mission qui était donnée à Tim, qui était du coup responsabilisé par rapport à ça, et il revendait les choses non utilisées sur eBay. Et on s'est rendu compte en fait lorsqu'on a fait
secours aux États-Unis, que c'était un problème qui restait vraiment totalement d'actualité pour beaucoup de particuliers, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de solution simple pour se débarrasser de la totalité de nos produits lorsque on les utilise plus. Alors certains les revendent sur Le Bon Coin, l'équivalent aux États-Unis s'appelle Craigslist, mais il y a beaucoup de barrières, parce qu'il faut prendre des photos, il faut rencontrer les acheteurs, il y a des arnaques ou autres, on a juste potentiellement pas envie de s'en occuper. Et puis sinon, il y a la décharge sauvage, on met tout devant chez nous en se disant, bon, il y a les pouvoirs publics qui vont s'en occuper, ce qui est illégal accessoirement, mais qui évidemment ne permet pas à chaque produit d'avoir une seconde vie intelligente. Donc l'idée de Zach est vraiment partie de là, aider les particuliers d'abord, et puis après on est allé aussi sur les entreprises, à se débarrasser de produits dont ils n'ont plus d'utilité, n'importe quel type de produit au départ, on s'est spécialisé un peu par la suite pour apprendre notre métier, et faire en sorte que on les revende à la place de ces particuliers pour qu'ils trouvent une seconde vie. Donc la seconde vie était déjà au cœur du modèle, mais on savait même pas à l'époque que ça s'appelait économie circulaire, parce que alors la Silicon Valley est clairement pas l'endroit de l'économie circulaire, c'est pas du tout l'antre de cette nouvelle économie, on est plus autour de la digitalisation, du design thinking, des lean startup, etc. Donc on savait même pas que ça s'appelait comme ça, et c'est progressivement qu'on a vu que ce modèle-là, en fait, correspondait à un modèle qui était pensé ailleurs. Et pourquoi Zach ? Alors Zach, c'est parce que on veut être proche des gens, c'est un service chaleureux. Et donc Zach, c'est à la base, c'était le petit personnage qui va chez les gens pour leur permettre facilement de revendre leurs produits. On est un service, et donc on voulait ce contact-là. Et puis c'est un prénom qui marchait aux États-Unis, en France aussi, parce qu'on savait pas si on allait rentrer en France. Et puis c'est court, ça se retient bien, voilà. Okay. C'était tout simplement l'histoire de ce petit de ce nom, Zach, effectivement, et celle-ci. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est du coup maintenant Zach ? Ce que vous faites exactement ? Alors Zach, la mission de Zach, c'est de garantir une seconde vie à tous les produits électroniques usagés, c'est-à-dire vraiment lutter contre cette absurdité du gaspillage électronique. Donc les particuliers et les entreprises peuvent nous confier à travers nos différents canaux tous les produits électroniques sans distinction qu'ils n'utilisent plus. Donc, pas uniquement les produits qui ont encore une valeur sur le marché de la seconde main, comme un ordinateur ou un téléphone, mais vraiment tous les produits. Et derrière, nous, on leur trouve la meilleure seconde vie entre la revente, donc on revend les produits pour les particuliers, et ensuite ils touchent les fruits de cette revente et on prend une commission, du don à des associations. Certaines personnes, certaines entreprises souhaitent pouvoir lutter contre la fracture numérique facilement, souhaitent pouvoir donner à des EHPAD pour que les personnes âgées puissent continuer de communiquer à leur famille dans le contexte de la Covid-19. Donc, don à des associations, réparation, le cas échéant, quand le produit est réparable et réemployable derrière, et quand vraiment on peut rien faire d'autre, recyclage, puisque le recyclage aujourd'hui est confondu avec l'économie circulaire, ce qui est une aberration. Le recyclage, c'est vraiment la dernière des solutions quand on n'a pas pu avant réparer, donner ou revendre ou réemployer, puisque le recyclage, c'est le démantèlement de l'appareil, et on recycle très rarement à 100%, surtout un produit électronique qui a énormément de matériaux différents dedans. Le bilan carbone d'un téléphone, par exemple, est lié à 80% à sa production. Donc, si jamais vous le réemployez et qu'il a une durée de vie longue, ça permet d'amortir ce bilan. Si vous l'utilisez 2 ans et vous le balancez, voilà, les 80% de sa production, si vous rachetez du neuf derrière, se retrouvent à nouveau produit. Donc, voilà la mission de Zach. Pour les particuliers, du coup, on a un site internet, un nouveau site d'ailleurs qui va être lancé début octobre, zach.eco. Et pour les entreprises, on est au service des grands groupes et des scale-up pour faire du débarras, du déménagement vraiment de leur bureau lorsqu'ils souhaitent faire le vide de tous les produits électroniques. Donc on a des clients comme TF1, comme Content Square, comme Doctolib, qui nous font confiance depuis quelques temps maintenant. On est aussi au service des plus petites structures, on va dire les TPE, PME, les agences de design, les petits cabinets de conseil qui ont juste quelques produits à revendre qui dorment dans les tiroirs. Voilà, bonjour Zach, j'ai 4 MacBook, j'ai 3 téléphones Samsung, est-ce que vous pouvez m'aider ? Pas forcément dans un contexte de vider les bureaux. Et puis derrière, effectivement, on leur trouve cette seconde vie. J'ajoute qu'on travaille avec une entreprise d'insertion pour tout ce qui va être tri, tout ce qui va être diagnostic des produits, ce qui vraiment pour nous est important et boucle la boucle de l'impact sociétal global. On crée de l'emploi en local puisqu'on vend des produits à des entreprises qui réparent, reconditionnent les produits donc en France. On crée de l'emploi en local dans des entreprises d'insertion puisque notre prestataire sur le sujet est une entreprise d'insertion. Et puis on permet effectivement à tous ces produits électroniques de pas finir dans des décharges. Tu parlais juste avant de la durée de vie d'un téléphone. Oui. 2 ans, tu dis 2 ans, au bout de 2 ans, si on le jette, c'est un peu... la durée de vie moyenne, c'est 3 ans. La durée de vie moyenne, c'est 3 ans. Pour toi, on doit arriver à combien d'années pour se dire, ça, j'ai assez usé mon iPhone Alors, il y a 2 sujets là-dessus. La première réponse que je vais faire, c'est que malheureusement, ça ne dépend pas uniquement du consommateur.
Comme chacun le sait, nous on a commencé à travailler sur les produits Apple au départ, puisque Apple est la marque championne de l'obsolescence programmée. C'est un secret pour personne maintenant. On est poussé à changer de téléphone. Chacun a déjà reçu une demande obligatoire de mise à jour sur son MacBook ou son iPhone qui a fini par ralentir le téléphone. Et donc on s'est dit bon, il marche plus, mince, j'en change. On arrive à nous convaincre de cette manière que le téléphone marche plus, alors que c'est toujours le même bijou technologique qu'il y a 48 heures, mais le software, le logiciel interne est trafiqué tout simplement pour que le produit soit ralenti. Il y avait aussi effectivement le sujet du Touch ID quand l'iPhone était réparé avec un Touch ID qui n'était pas original Apple, il y avait une erreur 404 qui apparaissait sur le téléphone qui empêchait l'utilisation de l'iPhone réparé parce que c'était pas une pièce originale Apple. Donc tout un système qui est mis en place pour faire en sorte qu'on n'ait pas le choix à ce niveau-là. Donc la première réponse, c'est que les particuliers ne décident pas de tout. Pas mal de marques commencent à se pencher sur ce sujet parce qu'elles n'ont plus le choix. Il y a une forte demande consommateur. Il y a aussi un sujet de réglementation. On pourra reparler du projet de loi, enfin de la loi économie circulaire de l'année dernière qui va être mise en application progressivement et qui propose pas mal de choses sur le sujet. Mais avant tout, il faut, j'appelle les producteurs et puis les distributeurs aussi à faire pression sur eux, tous les producteurs de matériel électronique, parce que c'est mon domaine mais ailleurs aussi, à créer désormais uniquement des produits durables qui peuvent durer longtemps. La loi va mettre en place effectivement un indice de réparabilité, de durabilité, c'est-à-dire que les consommateurs pourront choisir en conscience des produits qui peuvent durer extrêmement longtemps et arrêter d'acheter des merdes, désolé d'utiliser ce terme, qui sont peut-être des bijoux technologiques, mais qui vont durer automatiquement que 2 ou 3 ans. C'est indispensable de faire ça dès le départ, dès la production, ce qu'on appelle le circular design, designer des produits qui vont durer très très longtemps, et qui peuvent aussi devenir autre chose dans une seconde vie le jour où le produit est usagé. Pour le particulier, derrière, il se trouve que même si le produit est obsolète, le particulier, notamment par rapport à un iPhone, change de manière compulsive son produit. Dès qu'il a le moindre petit pet sur l'écran, dès que un nouvel iPhone sort, il va le changer. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir une consommation raisonnable et des achats raisonnables par rapport aux besoins réels et d'utiliser tous les leviers que le particulier a à sa disposition pour allonger la durée de vie de son produit. Donc c'est évidemment la réparation. Pour un iPhone, par exemple, aujourd'hui, vous avez des corners Wi-Fix dans tous les Fnac, dans tous les magasins Fnac Darty. Corner Wi-Fix, c'est un corner qui vous permet d'apporter son téléphone, de le faire réparer, de le reprendre à des tarifs totalement raisonnables pour allonger la durée de vie du produit. Le cas échéant, c'est aussi garder son iPhone assez longtemps et pas passer son temps à le racheter dès qu'il y a un nouveau produit qui arrive. Il se trouve qu'Apple a annoncé qu'ils n'allaient pas sortir d'un nouvel iPhone en 2020, donc c'est déjà pas mal. On va pas avoir une vague de produits qui vont revenir sur le marché. Mais effectivement, c'est ça. Et puis le cas échéant, le jour où effectivement on choisit de se débarrasser quand même du produit, le faire de manière responsable, le revendre sur une plateforme comme Zach.eco qui assure la traçabilité des matières premières, des ressources, qui potentiellement fait aussi effectivement du bien sociétalement avec du don à des assos, s'assurer que le produit ne termine pas n'importe où. C'est vrai pour un iPhone, c'est vrai pour un câble, c'est vrai pour une clé USB, tous ces trucs-là que vous n'utilisez plus mais qui ont des matériaux à l'intérieur qui peuvent polluer. Faites attention à ce que vous en faites et faites en sorte effectivement qu'il termine à un endroit qui ne soit pas négatif pour la planète. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de la loi justement, la loi sur l'économie circulaire, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça va permettre Bien sûr. Permettre sur ces sujets-là. Alors c'est une loi déjà qui a été courageusement portée par la secrétaire d'État Brune Poirson et puis son cabinet. Je pense notamment à Pierre-Yves Burlot qui était son conseiller à l'économie circulaire que j'ai eu la chance de rencontrer. Ils ont fait un travail exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de résistance, beaucoup de lobbying dès qu'ils touchent à différents sujets. Par exemple, évidemment, tous les sujets liés au plastique, ça touche évidemment pas mal de producteurs, pas mal d'intérêts économiques. Donc il y a eu pas mal de... Ça a été une loi difficile qui a duré finalement très peu de temps dans sa réalisation par rapport à une loi normale, mais qui a pas été forcément simple dans sa mise en place. Nous, chez Zach, on a décidé de pousser plusieurs propositions. On a été conseillé par un expert en économie circulaire qui est avocat en droit d'environnement, qui s'appelle Émile Meunier, qui nous a beaucoup aidé sur le sujet. Dans les 5 choses qu'on a poussées, il y avait la définition du reconditionné. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un produit dit reconditionné sur une plateforme, en fait, vous savez pas vraiment ce que c'est parce que n'importe qui peut vendre un produit dit reconditionné. C'est juste une terminologie qui n'est pas définie dans la loi. Et donc, vous pouvez avoir un produit qui provient de l'autre bout du monde et qui a été mal réparé, et vous allez l'acheter, il va mal fonctionner, vous allez vous dire ok, l'économie circulaire c'est vraiment nul, le reconditionné c'est la dernière fois que j'en achète, et donc maintenant j'achète que du neuf. Donc la première chose c'était de se dire on définit vraiment ce que ça veut dire le reconditionné, sinon on fait du mal au secteur, et on encourage les entreprises locales pour éviter les transports évidemment
les transports depuis l'autre bout du monde. Donc, une entreprise qui reconditionne doit avoir certains points de contrôle, doit remplacer la batterie, doit faire tout ce qu'il faut pour que le produit soit nickel. La deuxième chose, c'est qu'on encourage, évidemment, alors c'est pas passé dans la loi parce que c'est des sujets très compliqués de fiscalité, mais on encourage une TVA réduite sur l'achat de produits reconditionnés. La fiscalité a le pouvoir, tout simplement, de faire switcher les gens vers des produits sans qu'ils s'en rendent compte, mais uniquement pour une raison de coût et de produits moins chers. Donc, tout simplement, l'idée qu'un produit reconditionné soit moins cher qu'un produit neuf et que la TVA, du coup, soit moins importante sur ce sujet-là. Autre chose sur lequel on travaille pas mal, c'est la création de filières de formation à la réparation. C'est un sujet sur lequel j'échange pas mal avec le ministère de l'Éducation nationale et le cabinet de Jean-Michel Blanquer, puisqu'il y a un terreau d'emploi énorme sur le fait de créer des emplois locaux pour réparer plein de produits qui viennent de France ou d'ailleurs, mais qu'on vienne un peu l'usine de réparation du monde et qu'on montre l'exemple à ce sujet. Ça crée des emplois, ça crée de la croissance, c'est juste une mine d'or globale, une mine d'or politique d'ailleurs pour... certaines personnalités politiques écoutent ce podcast, n'hésitez pas à reprendre ces sujets parce qu'ils sont finalement assez simples à pousser. Ensuite, dans la loi elle-même, elle a du coup instauré progressivement cet indice de réparabilité, qui a été un travail très important avec pas mal d'acteurs du secteur, sous l'égide du ministère de l'Environnement et de l'ADEME, créer un indice de réparabilité harmonieux pour faire en sorte qu'on sache que telle machine à laver est beaucoup plus facilement réparable et va durer beaucoup plus longtemps que telle autre, et que ça soit évidemment un critère dans le choix du particulier. On pourra citer aussi, alors c'est un peu technique, mais la création de nouvelles filières REP, donc REP pour responsabilité élargie du producteur. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce principe, en deux mots, lorsqu'un distributeur, un producteur met un produit sur le marché, il se trouve un produit notamment électronique, mais aussi d'autres, il se trouve que dans le prix que le consommateur va payer, il y a une petite contribution qu'on appelle l'écotaxe, on va dire 15 centimes, 1 euro, 1,50 €, qui va revenir à des organismes parapublics qu'on appelle des éco-organismes. Ces éco-organismes sont chargés de gérer la fin de vie des produits qui sont mis sur le marché par ces producteurs et ces distributeurs. Donc très concrètement, Fnac Darty, lorsqu'ils, par exemple, effectivement, ils vendent des produits, les consommateurs payent une écotaxe, il revient un éco-organisme qui est chargé de gérer la fin de vie des produits de Fnac Darty. Il se trouve que Fnac Darty est un très bon élève sur le sujet, donc c'est pas forcément le meilleur exemple à donner, puisqu'effectivement, ils font aussi beaucoup de choses par eux-mêmes, mais en tout cas, voilà le principe des éco-organismes. Et la loi instaure des nouvelles filières REP, donc des nouveaux éco-organismes. On peut citer par exemple l'exemple de l'industrie du jouet. Okay. Le jouet pour enfants, on sait qu'il y a différents types de jouets. Moi, qu'on choisisse un jouet en plastoc qui va durer 2 jours ou un produit en bois, produit en France, réparable et accessoirement un peu plus éducatif qu'un truc pourri en plastique, c'est important que le consommateur soit averti des deux sujets, et c'est important d'avoir une filière qui permette derrière le recyclage de ces produits. Donc voilà quelques exemples de choses qui sont mises en pratique par la loi. Il y a beaucoup de choses aussi sur la lutte contre le plastique, qui est réaffirmée d'ailleurs par un plan de relance, puisque l'ADEME et l'économie circulaire ont eu une partie du plan de relance, pas assez à mon goût, mais c'est déjà ça. Et la lutte contre le plastique est effectivement citée comme un sujet majeur. Pas forcément supprimer le plastique, qui est en fait, c'est mal compris, mais c'est un avantage dans certains cas, mais avoir un plastique plus recyclable, un meilleur plastique, et puis penser toutes les alternatives lorsqu'il y en a au plastique. Voilà un petit peu, évidemment, je ne cite pas la loi de l'ensemble ensemble parce qu'elle est très complexe et il y a énormément de sujets, mais ça essaye d'amorcer une transition vers une économie circulaire comme quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus logique, et puis il faut que ça s'harmonise au niveau européen, parce qu'évidemment, si la France toute seule agit, ça servira pas à grand chose. Les plus gros pollueurs la France n'est pas le plus gros pollueur, très très loin de là. Et donc, il faut effectivement essayer de montrer l'exemple. Moi, je milite pour que l'Europe devienne un peu l'usine à déchets du monde, qu'on devienne le prestataire de traitement des déchets du monde entier, mais de manière intelligente et de manière évidemment positive pour l'environnement. Ok. On va revenir sur l'Europe juste après, mais je voulais d'abord parler d'autres sujets qui m'intéressent aussi. Qu'est-ce que tu penses toi de ton côté d'un autre sujet qui est la 5G ? Alors, la 5G, déjà je peux pas dire que je suis pas du tout un expert, c'est on va dire l'écologie numérique ou autre, j'y connais pas grand-chose. Je connais des gens qui connaissent pas mal de choses. Je pense par exemple à la fabuleuse speaker Inès Leonardi, Digital for the Planet, qui maîtrise très bien le sujet. Mais je me suis forgé un petit avis qui vaut ce qu'il vaut. J'ai l'impression que la 5G cristallise le débat hyper manichéen entre ceux qui sont contre la 5G ne veulent pas de progrès, et de l'autre côté, ceux qui sont pour la 5G, on n'a rien à faire de l'écologie. Moi, on m'a expliqué que la 5G avait des applications incroyables, et même sociétalement parlant,
typiquement, effectivement, pour pouvoir opérer à distance dans des déserts médicaux, dans des zones rurales, qui vont pouvoir avoir accès à des prouesses technologiques grâce à la connectivité permise par la 5G. C'est un exemple tout bête où je trouve que c'est très utile sociétalement. Donc, j'ai l'impression que d'un point de vue industriel, ça a des usages extrêmement pertinents, à partir du moment où c'est encadré. Par contre, d'un point de vue, sans paraphraser du tout Eric Piolle, d'un point de vue particulier, j'ai l'impression que ça va servir pas à grand-chose, puisqu'effectivement, je pense que ce n'est pas une bonne trajectoire de permettre de télécharger encore plus rapidement un film ou autre. Enfin, on s'en fiche, le particulier n'en a pas besoin. Donc j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, mon humble avis, c'est de développer la 5G, mais de le réserver à des usages industriels, en le développant uniquement du coup sur des parties du territoire où il y a des usages industriels caractéristiques, pour permettre de faire en sorte que la France ne décroche pas d'un point de vue technologique, puisqu'il faut innover. Il faut... moi, je suis pas du tout un adepte de la décroissance, parce que on peut peut-être me taxer de naïf, mais je pense qu'une croissance responsable, notamment grâce à l'économie circulaire, est totalement possible. Il y a créer des emplois en réparant ne porte pas ombrage à la poulette, mais ça, c'est des ressources fiscales, de TVA et tout. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. À l'inverse, effectivement, il faut savoir faire des choix qui ne sont pas des choix anti-progrès lorsqu'ils sont absurdes sociétalement parlant. Donc, j'aurais tendance à dire que développer sur les réseaux opérateurs mobiles, ça sert pas à grand chose. En plus, ça aura une conséquence directe, c'est que tous les particuliers vont renouveler leur téléphone pour qu'ils soient directement compatibles avec la 5G. Donc, on va avoir des tonnes de téléphones qui vont arriver dans les tiroirs et être recyclés n'importe comment, parce qu'on peut pas absorber tout le recyclage. Donc, réservons peut-être, effectivement, la 5G à un usage purement industriel sur des technologies de demain qui permettront de résoudre des problématiques très importantes pour le pays. D'après toi, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que les personnes n'achètent pas du neuf, mais achètent du coup du recyclé ? Alors, je pense qu'il faut respecter toutes les sensibilités dans le pays et de manière générale, et qu'il faut tout simplement se dire que la majeure partie des concitoyens ont conscience que l'écologie est quelque chose d'important, mais qu'il faut totalement respecter aussi tous ceux qui disent que avant tout il faut effectivement travailler pour boucler les fins de mois, et que entre guillemets c'est pas le sujet numéro 1 sur la table, et donc d'une certaine manière on n'est pas prêt à faire des énormes concessions pour l'écologie. C'est juste un fait. On peut être persuadé que l'écologie, comme je le suis, est quelque chose d'extrêmement important, mais il faut écouter toutes les personnes qui veulent y arriver d'une manière différente, parce que si on n'y arrivera pas, ça va uniquement braquer la société et puis ça ne servira à rien. Et donc le corollaire direct, c'est de dire il y a une méthode pour arriver à une neutralité carbone, pour arriver à une consommation plus responsable, qui n'est pas celle de matraquer des arguments du type « ça c'est bien, ça c'est mal ». Et ça, c'est le prisme économique. Tout simplement, là c'est le côté un peu libéral qui parle, mais on peut organiser les choses d'un point de vue fiscal, organiser les choses d'un point de vue réglementaire, pour que les gens aillent vers une économie plus responsable, sans avoir l'impression de faire des concessions horribles tous les jours. Évidemment, l'exemple de la taxe carbone sur le carburant est un exemple hyper intéressant, puisqu'elle a cristallisé les tensions, elle a fait évidemment reculer le débat sur l'écologie au calendes grec à cette période des Gilets jaunes, puisque ça n'avait pas du tout été pensé d'une manière qui permettait de faire monter le pays dans le train écologique. Donc toutes les mesures qu'on propose, et c'est la beauté de l'économie circulaire, elles sont compatibles avec la réduction des inégalités sociales, elles sont compatibles avec le pouvoir d'achat, elles sont compatibles avec la croissance économique, et donc elles sont compatibles avec une adhésion nationale. Donc l'exemple de la TVA sur le reconditionné est un très bon exemple. C'est effectivement quelque chose qui permet tout simplement d'encourager le pouvoir d'achat, parce que vous allez acheter des produits moins chers, donc c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits neufs en permanence vont être contentes à ce niveau-là, et vous allez encourager la consommation d'entreprises, pour des entreprises qui travaillent sur le territoire, qui créent des emplois en local, donc du coup vous allez au passage travailler sur la question de l'emploi, et enfin évidemment ça a un intérêt écologique majeur, parce qu'on arrête d'acheter du neuf, et on arrête d'importer de l'étranger et de très très loin. Donc c'est un exemple bête, mais qui permet de réconcilier tout ça. Nous, chez ZAC, l'expérience client qu'on propose, elle est fluide, elle est simple, elle répond au code du digital. L'idée, au tout départ, je me souviens quand on était à Berkeley, puis lorsqu'on a fait progresser la boîte en France derrière, on disait c'est aussi simple de revendre sur ZAC en un clic que d'acheter sur Amazon en un clic. Et on est fiers de le dire, ça veut pas dire qu'on copie le modèle Amazon, ça n'a rien à voir, mais il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile, il faut que les gens aient envie d'utiliser ce genre de service, et que d'une certaine manière, ça soit pas vu comme quelque chose de compliqué. Et là, on aborde un sujet qui est pas simple, c'est le sujet de la désirabilité, pas facile à dire, deux fois, désirabilité de l'économie circulaire. Aujourd'hui, on parle de déchets, de recyclage, de tri, c'est moche, on imagine des tonnes de déchets, etc. Personne n'a envie de s'en occuper.
Il faut au contraire qu'on remette vraiment du beau dans ce secteur, qu'on comprenne que c'est un secteur d'avenir et qu'on le refonde totalement en partant du début de la chaîne, c'est-à-dire en produisant des produits responsables, en organisant des chaînes logistiques inverses, donc c'est-à-dire qui permettent de remettre des produits sur le marché, etc. Et que les gens ont envie de bosser dedans et envie de s'en emparer. Et puis après, il y a plein de petits outils intéressants. Je me souviens, j'avais fait un voyage en Finlande, ils ont créé un petit outil qui permet de faire un bilan carbone personnel pour pouvoir voir quelles sont les 2-3 petites choses à mettre en place dans sa vie pour changer de manière facile. C'est des choses toutes simples, pas contraignantes, où on se rend compte vraiment de l'impact de telle ou telle action. Ah, ça en fait, finalement, ça pollue vraiment et je le savais pas. Et à l'inverse, potentiellement, de pas faire des actions, on a l'impression qu'on est écolo, alors qu'en fait, ça change pas grand-chose, quoi. Donc voilà un petit peu les choses. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut pas opposer. Il faut vraiment montrer que l'économie circulaire et cette voie en fait de consommation responsable est totalement compatible avec la réduction des inégalités sociales et quelque part embarquer la totalité de la population. Sinon, ça restera toujours un truc de bobo, un truc où entre guillemets on peut se le permettre une fois qu'on a assez pour bouffer à la fin du mois, et on sera totalement inaudible et ça sera vraiment un sujet entre gens déjà convaincus, quoi. Et ce qui est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Donc il y a urgence à changer les choses sur ce sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.